Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'ai regardé le documentaire sur Netflix d'Uka Kanta, le célèbre chanteur de l'ancien groupe de rock français Noir Désir, qui a battu à mort sa compagne Marie Trintignant, et ça m'a mise hors de moi. Et je vais utiliser cette colère que je ressens pour en faire un épisode sur les violences conjugales et les profils de pervers narcissiques. Je vous laisse le soin de regarder le documentaire si ça vous intéresse. L'information cruciale à retenir, c'est que l'actrice Marie Trintignant est décédée suite aux coups violents portés par Bertrand Cantat, son partenaire. Alors, l'histoire, je la connaissais dans les grandes lignes. Je me souviens à l'époque quand c'est passé aux infos. Par contre, je n'avais jamais vu à quel point la mort de cette femme avait été minimisée, à quel point aussi le chanteur a été protégé par les membres de son groupe, hem, par son ex-femme qui va le payer plus tard, par sa maison de disques, Universal. Et ben, oui, hein, parce que Noir Désir, c'était très bankable à l'époque, ils faisaient beaucoup d'argent sur ce groupe, heu, par les médias. Et hem et je me suis rendu compte en regardant, en fait, le documentaire. Et d'ailleurs, je vous disais que son ex-femme va en payer les frais, c'est-à-dire qu'elle, elle se suicide dans des circonstances, très floues, hem, alors qu'elle vivait, en fait, avec, le chanteur quand il a été rapatrié en France pour terminer sa condamnation. Alors pourquoi ça me met hors de moi, d'avoir regardé ce documentaire? C'est tout simplement parce que en regardant Bertrand Cantat, j'ai vu mon ex. Et j'ai vu aussi tout le narcissisme et les tentatives de manipulation pour se faire passer au premier rang de victime et ainsi, limite squeezer la vraie victime qui était Marie Trintignant, et c'est à vomir, et ça arrive trop souvent. On fait passer les femmes pour des hystériques, limite elles méritent ce qu'elles ont. Ce sont en fait ces mêmes hommes qui vont les faire sortir d'elles-mêmes. Je l'ai vécu et je peux vous dire qu'il est très difficile de garder la maîtrise de soi face à quelqu'un qui vous pousse à bout. Par contre, c'est presque obligatoire pour votre survie. Moi, j'ai vu dans ce documentaire une Marie Trintignant sous l'emprise d'un homme. Je me suis vue il y a quelques années avec ce même type d'homme possessif, jaloux, qui vous isole peu à peu, qui ne cesse de vous écrire sur votre téléphone. Et d'ailleurs, on le voit pendant son tournage. Marie, elle est toujours sur son téléphone. C'est une actrice, donc elle est sur un tournage en Lituanie. Et elle est toujours en train de pianoter sur son téléphone. Et j'étais pareil. Dès que je sortais de la maison, que j'allais boire un verre avec une amie, j'étais là sans être là parce qu'il m'écrivait et que j'étais stressée parce que je voulais pas envenimer les choses si je répondais pas tout de suite. Et en fait, je profitais plus de rien. Et les gens, ils finissent par ne plus vous inviter. Et même quand on vous invite encore, en fait, vous culpabilisez de quitter votre compagnon. Et je pense qu'inconsciemment, on a peur aussi des répercussions de notre absence, aussi courte cette absence soit-elle. Enfin bref, j'ai vécu un cauchemar. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont vécu malheureusement ce même cauchemar, et pour en tout cas celles que je connais moi-même, on s'en est sorties, on a fui, mais Marie n'a pas eu cette chance comme beaucoup de femmes. Donc dans cet épisode, j'avais envie d'aborder les violences conjugales et le cas de ce qu'on appelle pervers narcissique. On va développer un peu plus, dans la deuxième partie de l'épisode. Donc, commençons par les violences conjugales. Qu'appelle-t-on exactement des violences conjugales? Donc, au regard de la loi en France, ce sont des violences commises au sein du couple ou par un ancien partenaire, et elles peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Donc, violence physique, c'est, être, giflé, recevoir un coup de poing, des coups de ceinture, des brûlures, des secousses, des strangulations, même des violences indirectes sur des objets, un mur, parce qu'un jour, ça peut potentiellement tomber sur soi. Être poussé, tiré par les cheveux et cetera. Les gestes, de violents, en fait, dans le but de vous blesser. Les violences sexuelles, c'est les rapports forcés, le viol conjugal, le harcèlement sexuel, le fait d'imposer une contraception ou de refuser que la partenaire, ait une forme de contraception. Violences psychologiques, c'est tout ce qui va être comportement ou ensemble d'actes qui visent à vous rabaisser, à vous dénigrer, à vous humilier, le chantage affectif,
l'isolement, les propos dévalorisants en privé ou en public, les insultes, les menaces et cetera. Et violence économique, c'est un comportement qui vise à vous priver d'autonomie financière, dans le but de vous placer sous contrôle de la personne avec qui vous vivez. Hem, donc, il y a un contrôle des ressources du couple et de l'utilisation de ces ressources. Il y a une privation de ressources financières, il y a une mise en danger de votre patrimoine éventuellement, il y a une interdiction de travailler parfois et cetera. Moi, personnellement, j'ai vécu de la violence physique, beaucoup psychologique et ça commençait aussi à devenir économique. Je peux vous dire que ce genre de relation, ça vous brise et que c'est très long de recoller les morceaux de ce qui a été brisé en soi. C'est pas impossible, ça laissera, je pense, toujours une cicatrice, une plaie. On n'oublie pas, mais je suis convaincue qu'on peut s'en sortir. Tout au long de cet épisode, ma voix va peut-être être un peu tremblante parce que c'est toujours très délicat de d'aborder ce sujet. Je vais faire du mieux que je peux, je ferai des pauses si besoin et puis voilà, on va y aller. Donc quand je dis: «Je suis convaincue qu'on peut s'en sortir», encore faut-il avoir le courage de regarder la vérité en face et d'accepter que l'on est dans une relation violente parce que souvent, sous couvert de ce qu'on appelle la passion, hem, d'ailleurs le meurtre de Marie Trintignant a longtemps été étiqueté de crime passionnel, on est aveuglé en pensant que c'est de l'amour et on refuse de voir la réalité telle qu'elle est. On s'accroche en fait à de très courts moments de bonheur que l'on ressent, c'est des montagnes russes émotionnelles, mais on est plus souvent en bas qu'en haut. Par contre, le haut, il est tellement kiffant qu'on encaisse beaucoup le temps d'y retourner et même si ça dure quelques instants, c'est comme une addiction, on prend son shot en fait, son shoot et hem et on tient jusqu'à la prochaine dose et c'est vraiment, une dynamique dramatique entre, tension, explosion, lune de miel, culpabilisation, tension et cetera et rebelote. C'est un cycle très violent et c'est pas de l'amour, c'est tout sauf de l'amour. Moi, j'ai cru que c'était de l'amour, mais pas du tout avec le recul, c'est pas du tout de l'amour. Alors pour être totalement honnête avec vous, avant de le vivre moi-même, j'ai jugé les femmes qui restaient avec des hommes violents. Je comprenais pas comment elles pouvaient rester, en fait et je me disais: «Bah, elle a qu'à se barrer, qu'est-ce qu'elle attend?» Et limite, c'est de sa faute, quoi. J'ai pensé ça, j'ai pensé ça et puis, je l'ai vécu et j'ai compris pourquoi elle se barrait pas. On s'accroche aux miettes, en fait et puis surtout, on est complètement vide et donc pourquoi c'est si dur de partir? Il va y avoir plusieurs raisons. La peur déjà, la peur des représailles et quand il y a des enfants, ça peut être la peur de perdre les enfants aussi, la peur de finir à la rue, surtout si on n'a plus la maîtrise de son argent. Il y a l'emprise, il y a une perte de repères au fil du temps, il y a de l'isolement qui est très conscient de la part de la personne, hein, c'est pour faire pour qu'on perde nos repères tout simplement. Il y a un lavage de cerveau qui est progressif. On se met à douter de soi aussi. Il y a de la dissociation. C'est vraiment très profond, psychologiquement l'emprise qui se joue à ce moment-là. Et pourquoi aussi on part pas? C'est parce qu'il y a des sentiments de honte et de culpabilité. On peut même se dire qu'on l'a mérité, que c'est notre karma, qu'on est nul, qu'on a provoqué ça. On a peur du jugement des autres, de ceux qui, comme moi, ne comprenaient pas avant justement et qui vont vous dire quelque chose qui ne sert absolument à rien, tu qu'à partir. Il y a aussi de la dépendance économique et ou affective. Il y a le fait de nourrir l'espoir que la personne change. Et comme je l'ai évoqué, l'isolement aussi, des amis, de la famille. Il y a de moins en moins de liens, voire plus du tout et on perd en force, en fait, parce qu'on est de moins en moins entouré par des personnes qui nous connaissent depuis longtemps, qui sont un peu nos repères et donc ça nous fait perdre vraiment du pouvoir. Donc les personnes qui restent dans ces situations, c'est pas parce qu'elles sont bêtes, c'est juste qu'elles ont été sournoisement vidées d'elles-mêmes. Et vous savez, j'ai toujours été considérée comme une personne forte, avec du caractère, qui se laisse pas marcher dessus, qui a de la répartie. Le genre de personne à qui on dit: «Ouais, tu une débrouillarde, je me fais pas de soucis pour toi». J'ai un parcours de vie où j'aurais pu plonger dans des addictions très nocives comme la drogue ou l'alcool et ça n'a pas été le cas. Et j'ai cette force de caractère et pourtant j'ai vécu une relation violente, donc c'est pas incompatible et une relation violente qui a duré 3 ans avec, une coupure de plusieurs mois parce que, voilà, pour le contexte, je venais d'arriver au Canada pour un stage d'études quand, quelques jours après, j'ai rencontré, cet homme.
On a très vite été proches et on est vraiment rentrés dans une bulle rien qu'à nous, avec une intensité émotionnelle, qui vous rend accro. Il y avait un peu de jalousie, mais c'était pas encore perturbant. Il y avait surtout des bons moments, la majorité du temps. Et puis ensuite, j'ai dû rentrer en France, juste 2 semaines. Je suis revenue au Canada pour un semestre d'études, mais pas dans la même ville. Du coup, on se voyait pas et j'ai fini par, re-rentrer en France en attendant, en espérant surtout d'obtenir un permis vacances-travail qui n'est toujours pas facile à avoir pour le Canada, que j'ai eu et quelques mois, après, voilà, je suis repartie au Canada pour rejoindre cet homme et on a vécu ensemble à partir de là. Alors comment ça s'installe tout ça? Parce qu'au début, j'aurais pu le voir venir. Il y a un enchaînement toxique qui se met en place de façon très sournoise. Au début, tout commence bien. Il y a de la séduction, il y a beaucoup d'attention. On a vraiment l'impression d'être le centre du monde. Moi, franchement, il me couvrait de câlins, de compliments, d'admiration comme j'avais jamais reçu. Il y a aussi la passion et c'est presque trop beau pour être vrai. En fait, on a l'impression d'être au paradis, on flotte sur un nuage et on n'a pas du tout envie de redescendre. Ensuite, il y a des premiers signaux. Ça va être un peu de jalousie, un peu de contrôle, mais on trouve des excuses en général. Bah, c'est parce qu'on s'aime fort, c'est parce qu'il tient à moi. Non, mais c'est mignon, ça prouve qu'il m'aime et cetera et petit à petit, il va y avoir des moments où, le ton va monter, la personne va crier, puis va s'excuser et on va pardonner parce qu'il va aussi passer beaucoup de pommade derrière. Mais gentiment, il commence aussi à nous faire culpabiliser. C'est léger, mais ça commence à être aussi de notre faute et un jour, il va frapper, il va s'excuser et puis nous, on va se cacher en espérant rester en vie et puis un jour, ça va recommencer et puis il va nous dire qu'on l'a bien cherché. Puis, on va commencer à douter de nous et puis gentiment, on va s'éteindre. Voilà l'enchaînement toxique plus ou moins long dans lequel on finit piégé et en général, quand on s'en rend compte, il est trop tard. Souvent, on a déjà plus d'énergie. Je vais vous dire un peu les grandes lignes, comment ça s'est passé pour moi. J'ai reçu beaucoup de violences, verbales et psychologiques et hem et en fait, ce qui m'a répété encore et encore, j'ai fini par en faire des croyances sur moi-même, genre: «Tu qu'une merde, t'arriveras à rien dans la vie, t'es qu'une pute» et j'en passe. Je travaillais, en restauration à cette époque et j'adorais mes collègues. On avait une bonne équipe, de meufs trop sympas, un patron italien hyper chouette et bienveillant. C'était mon havre de paix. Vraiment, j'étais contente d'y aller parce que ça me faisait sortir de chez moi. Je m'entendais bien avec ma manager, c'était des gens, du monde entier. Il y avait aussi des Canadiennes, un bon mélange en fait de plein de gens qui s'entendent bien et beaucoup de femmes et forcément quand on bosse en restauration, on a le sens du service, on est souriante et il est arrivé plusieurs fois qu'ils viennent me chercher au travail, sans que je lui ai demandé d'ailleurs et qu'avant ça, ils m'observent de dehors pour voir comment je me comportais avec les clients, alors que je faisais juste mon travail. Et si j'avais le malheur de discuter avec un client, homme et en plus d'être aimable, j'avais droit à une dispute et à une avalanche d'insultes toute la soirée et en plus, ils rabaissaient énormément mes collègues que j'aimais bien, faisaient douter d'elles, de leur sincérité et cetera et petit à petit, j'ai vraiment commencé à ne plus être moi, à être l'ombre de moi-même. J'étais plus là, j'étais vide et il y a un soir au boulot où je pouvais plus, en fait. Je l'ai pas vu venir, on était en train de bosser, on avait beaucoup de monde. Moi, je commençais à avoir les larmes qui montaient sans pouvoir gérer, en fait, j'ai pas compris. Donc je suis descendue, on avait une pièce au sous-sol où on déposait nos affaires, où on avait le stock de boissons et cetera. J'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. J'ai pris mes affaires et je suis partie et on était tellement occupés ce soir-là que personne ne m'a vue partir ou ils ont peut-être pensé que j'allais prendre, l'air 2 minutes, en fait et tant mieux, je voulais passer inaperçue et j'ai marché dans la ville. C'était le soir, donc il faisait nuit, on était en plein hiver dans le froid canadien. Je voulais pas rentrer, mais j'avais toutes mes affaires et quand je dis toutes mes affaires, je pense surtout à mon passeport. J'ai vécu, en fait, dans une relation où, à partir du moment où on a vécu ensemble, dès le premier jour, j'ai caché mon passeport. En fait, j'avais tellement peur qu'il le trouve et qu'il me le prenne, heu, que je le cachais et j'étais en stress par rapport à ce passeport. Limite, je voulais le mettre chez une copine. Donc déjà, la relation commençait très mal parce que quand vous avez ce genre de peur, c'est déjà pas du tout bon signe et un jour, je me rappelle, il s'est énervé très violemment. Il a jeté, toutes les affaires de mon placard et j'ai prié, vraiment j'ai prié
On a beau dire qu'on croit, pas en Dieu ou je ne sais quoi, quand on est dans des moments désespérés comme ça, franchement, moi j'ai prié pour que mon passeport ne tombe pas, pour que mon passeport ne soit pas, à sa vue parce que, j'étais sûre qu'il me l'aurait pris, qu'il me l'aurait peut-être déchiqueté, et cetera. Heureusement, il l'a pas vu, il est resté caché sous un vêtement et quand j'ai quitté, le job que j'avais, bah, j'y suis plus retournée et je passais mes journées dans le noir. Avec le recul, je pense que j'étais en dépression. Donc en fait, lui, il partait au boulot et moi, je végétais toute la journée, puis vraiment j'avais des pensées, très noires pour la première fois de ma vie et avant qu'il revienne du boulot, je remettais mon masque de la bonne copine qui prépare à manger. Il me demandait ce que j'avais fait dans ma journée, j'inventais des trucs, genre j'ai fait des recherches pour retrouver un boulot et cetera et à ce moment-là, j'avais plus mes règles et j'étais tellement en dehors de moi-même que ça m'a mis du temps de le réaliser et un jour, ben, je me dis: «Ouais, ça fait longtemps que je les ai pas eus». Je décide d'aller, acheter un test de grossesse parce que j'ai un doute et j'ai un peu un éclat d'éveil en moi. Même si je suis déprimée, que je mange pas, que j'ai pas de nausées, rien, je fais quand même un test et là, positif. Mon monde, il s'écroule à ce moment-là et dans ma tête, ce qui se passe, c'est: «Faut pas qu'il le découvre et j'ai pas envie d'être reliée jusqu'à la fin de ma vie à cet homme» et je suis perdue à ce moment-là, je sais plus quoi faire. On est censé rendre, en plus notre appart 2 semaines après parce que notre bail se termine. On n'a rien derrière, on n'a pas fait de recherche, mais j'ai pas de situation économique parce que je bosse plus. Je me rappelle lui avoir dit que je voulais partir seule au Québec, à Montréal et qu'on arrêtait. Il est devenu de plus en plus violent à ce moment-là, donc j'y croyais pas vraiment que j'allais pouvoir, m'émanciper de lui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous à une clinique pour femmes à Toronto où je vivais, pour me renseigner sur l'avortement. À ce moment-là, j'étais toute seule parce que le peu de collègues ben, déjà mes collègues de boulot, je les voyais plus, j'avais coupé depuis que j'étais partie et puis, j'avais 2 anciennes collègues copines françaises qui avaient terminé leur PVT, je crois, donc qui étaient reparties en France. Donc j'étais, vraiment toute seule et j'ai vu une assistante sociale, je crois. Oui, je crois que c'était une assistante sociale qui, dès qu'elle m'a vue rentrer dans son bureau, m'a demandé si j'étais en sécurité. Donc ça devait vraiment se voir sur mon visage que j'étais, absente et elle m'explique qu'en général, quand la femme tombe enceinte, les violences ne diminuent pas, bien au contraire. Nous, on a un petit espoir de se dire que bon, bah, maintenant je suis enceinte, il va plus me toucher, il va plus s'énerver, tout va rentrer dans l'ordre. Mais en général, c'est pas du tout ce qui se passe et d'ailleurs, ça me fait penser à un film, Mon roi de Mai Wen avec Vincent Cassel et je sais plus le nom de l'actrice, mais je vous le conseille, si jamais vous l'avez jamais vu et effectivement, elle a eu raison cette femme parce qu'un jour, monsieur est rentré, avec un test de grossesse. Je sais même pas, quelle intuition il a eue parce que j'avais pris soin de jeter, moi, mon test que j'avais fait, dehors à des rues et des rues de chez nous. Donc c'était impossible qu'il sache que j'avais fait un test de grossesse. Là, je me suis dit: «C'est la merde» parce qu'il va savoir. Moi, le résultat, je le savais déjà, je faisais comme si je savais pas et lui, il était fin heureux. Moi, j'ai pas pu faire semblant d'être heureuse sur le moment. J'ai appris à le faire les jours suivants parce que le jour où j'ai fait le test avec lui, ben, sa violence a triplé et ça me faisait peur. Franchement, j'étais terrorisée. Il me jetait des objets dessus en sachant que j'étais, enceinte. Il me disait que c'était son bébé, qu'il allait le prendre et cetera. Bref, dans ce chaos, j'ai eu une aide précieuse d'une amie, qui était en France et bah, je la remercierai jamais assez parce que la main qui est tendue dans ces périodes-là, c'est hyper précieux. Donc j'ai décidé de partir. Il me restait, sur mon compte en banque, le montant exact d'un billet d'avion. J'ai dû partir, ben, en laissant tout derrière, en faisant comme si, et en faisant comme si tout allait bien, en fait, jusqu'au dernier moment pour qu'il se doute de rien et ben, je me suis sauvée dans les 2 sens du terme. Mais après ça, c'était pas fini parce que j'ai dû affronter, ma décision d'avorter une fois arrivée en France. Alors je passerai les détails parce que c'est encore trop douloureux et intime. Je sais pas si j'ai envie d'en parler plus que ça et si je le ferai un jour, je sais pas. Mais en tout cas, après, j'ai fini par reprendre goût à la vie petit à petit. J'étais bien entourée, heureusement et je vous dirai pas qu'aujourd'hui je suis guérie. Je franchis des étapes peu à peu, c'est en bonne voie, mais ça prend beaucoup de temps. Un jour, j'ai lu ça et je vous le partage parce que ça peut peut-être faire un tilt quelque part. Aimer, ce n'est pas avoir peur de respirer. Ça résonne fort pour moi parce que vraiment avec lui, je vivais en apnée, dans la peur.
Même le jour où je suis partie, j'ai eu le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir aller au bout, qu'il rentre parce que, ben, je sais pas, il avait oublié un truc ou bien, finalement, il était, charpentier donc son chantier était annulé ou je sais quoi. C'était l'hiver donc on savait jamais avec la neige. Ben, je me suis dit: «Merde, s'il rentre, c'est pas cool». Il est parti au travail, il m'a dit: «Bonne journée». Moi, je savais que c'était la dernière fois et j'ai tellement été une bonne actrice qu'il a pas pu se douter en amont un seul instant que j'allais partir. J'ai juste pris un sac à dos avec des documents importants et jusqu'à ce que je sois dans l'aéroport et ben, j'ai prié pour pas le croiser. Je suis partie à 9:00 du matin, mon vol il était à 12:15, donc j'ai passé une journée très longue, entière à l'aéroport, bah, où j'ai pu me questionner 1000 fois si je prenais la bonne décision, si je devais pas rentrer avant qu'il rentre et cetera et bon, je pourrais en parler des heures, mais je vais recentrer l'épisode sur le pervers narcissique à présent. Vous avez compris un petit peu la dynamique. Alors, pervers narcissique que je vais appeler, PN comme on le dit souvent. C'est un mot qu'on utilise en long, en large et en travers. C'est un terme qui divise, c'est aussi un terme qui est, tellement utilisé dans n'importe quel contexte et à tort du coup, qu'il finit par ne plus avoir de sens. En psychiatrie, en psychologie par exemple, on ne parle pas de pervers narcissique, ça n'existe pas ce terme-là. C'est un terme, on va plutôt parler de troubles de la personnalité narcissique. Donc pour cet épisode, on va se dire que pervers narcissique, c'est un profil, un archétype. Comme ça, on va éviter de rentrer dans le débat. Alors, le comportement, il est bien réel. Par contre, l'étiquette de PN, elle est floue, voire dangereuse. Parce que parfois, vraiment, comme c'est il y a un effet de mode et un peu tout le monde devient, un PN. Donc attention à ça. Donc qu'est-ce qu'on entend exactement par PN? On va déjà retrouver des traits narcissiques pathologiques. On a tous une part, narcissique en nous et heureusement parce qu'elle nous permet de nous affirmer dans le monde, de prendre notre place et de nous sentir, légitimes d'exister et de croire en notre valeur. On peut dire que, c'est un narcissisme équilibré. J'ai de la valeur et toi aussi. Alors que dans les traits narcissiques pathologiques, on sera plutôt sur un «j'ai de la valeur parce que toi, tu n'en as pas». Il y a vraiment un besoin obsessionnel d'admiration permanente et inconditionnelle, des fantasmes de grandeur, de la mégalomanie, une absence d'empathie ou alors une empathie stratégique, une exploitation des autres pour servir ses propres besoins, un refus total de voir ses torts, il y a pas de remise en question du tout. Et puis, ben, des réactions violentes ou de la vengeance sournoise dès que la personne, ben, va se sentir blessée ou critiquée. Le narcissique pathologique, il va te valoriser quand tu lui es utile, il va te détruire si tu as le malheur de le déstabiliser et il va t'ignorer quand tu, ne le nourris plus. Voilà, quand tu nourris plus son besoin d'admiration et cetera. C'est pas de l'amour encore une fois, mais c'est complexe parce que ce sont des personnalités qui sont souvent d'excellents séducteurs, des charmeurs, souvent des personnes brillantes, intelligentes et on devient leur proie, en fait. Et il y a des red flags si vous êtes dans une relation où vous ressentez un épuisement, mental, où vous vous sentez vidé, où vous doutez de façon permanente de vous-même, si vous vous sentez invisible sauf quand l'autre a besoin de vous, si vous avez peur d'exploser une bulle parfaite si vous exprimez ce que vous ressentez, ce sont des drapeaux rouges. Une relation saine, ce n'est pas comme ça. Donc, ce qui rend le narcissisme toxique, c'est plutôt la perte de réalité de l'autre en tant qu'être humain. L'autre s'efface, l'autre s'éteint et l'autre est vampirisé de ses ressources et de son énergie vitale. En plus des traits, narcissiques pathologiques, il y a la manipulation. Une manipulation qui est froide et qui est calculée. Le PN, il va souffler le chaud et le froid. Il va vous faire un compliment par-ci, il va faire une humiliation par-là. Il va donner de l'attention, qui va mettre du baume au cœur et puis il va suivre cette attention d'un retrait qui va être glacial et peu à peu tout ça, ça crée une dépendance émotionnelle. En fait, il vient déstabiliser, il vient, faire douter l'autre de sa réalité, souvent il y en a qui disent, «Non mais tu te fais des films» et cetera. Il va venir dévaloriser en fait de façon très subtile à tel point qu'en fait on le voit pas venir
tout de suite. C'est par des petites touches inoffensives, mais qui, mises bout à bout, font de grands dégâts chez l'autre, dans sa valeur, dans son image de soi, dans son estime, dans son existence même. C'est très, très profond. Il y a aussi une absence d'empathie. En fait, ce type de personne sait imiter une émotion, mais il ne la ressent pas réellement. Et surtout, il va pas se remettre en question. Il peut vous faire croire parfois que c'est le cas, mais c'est pour mieux reprendre le contrôle derrière. C'est pour vous adoucir, pour donner une petite lucarne d'espoir. Il y a pas de regret sincère derrière. Donc d'ailleurs, je trouve que c'est flagrant dans le documentaire. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, mais dans, les extraits, par exemple, des auditions de Bertrand Cantat en Lituanie, pour expliquer les faits, on voit clairement qu'il cherche à susciter l'empathie de son auditoire. À un moment, il dit, «Je vous jure que la prochaine fois que ça arrive, je prendrai soin de noter tous les détails». Alors déjà, le fait qu'il dise: «La prochaine fois que ça arrive», ça me met hors de moi. Et puis en plus, il ajoute: «Non, mais je fais de l'humour parce que c'est tellement terrible». Ben, en fait, c'est bon, c'est pas, mot pour mot exactement ce qu'il a dit, mais c'est presque ça. Mais moi, je trouve ça aberrant, en fait, j'ai même pas les mots. Une personne est morte, l'autopsie a révélé une violence inouïe, un œdème cérébral entre autres. La victime a été laissée pendant 6 heures comme ça. Il a pas appelé les secours. Le jugement a été, je trouve, très léger. Et il y a, il a une communauté, hein, Bertrand Cantat. Il y a plein de fans de Noir Désir. C'est un groupe qui vend beaucoup, qui fait des concerts à 80 000 personnes et cetera. Et il y a ses plus fervents fans qui le défendent avec, des: «Ouais, il a purgé sa peine, qu'on le laisse tranquille, quoi». Bah non, en fait. Et le mec, il a l'indécence de revenir sur le devant de la scène. Et en fait, les médias l'ont propulsé en victime et c'est écœurant. Je suis pas du tout pour, l'abattage médiatique, mais je suis pour la vérité et la justice. Il y a une femme qui est morte. Il y a même 2 femmes qui sont mortes autour de cet homme et le silence des proches a tué. Et franchement, on ne tue pas, pas dans mon monde, pas dans ma réalité. Donc pour résumer, le PN, c'est plus une dynamique toxique et destructrice qui se caractérise par un égocentrisme pathologique, une emprise émotionnelle, un contrôle invisible et sournois, et une fascination perverse à maintenir l'autre sous dépendance. Alors, ce n'est pas parce qu'une dispute éclate entre vous avec votre partenaire que c'est un pervers narcissique ou que vous êtes dans une relation toxique. Il faut doser et ne pas courir après des conclusions hâtives dès qu'un comportement n'est pas lisse et doux. Quand on est en couple, on peut s'engueuler. Les voix, elles peuvent monter. C'est même sain par contre, quand on est mature et qu'on développe son intelligence émotionnelle, on apprend à communiquer sans crier, sans mettre la faute sur l'autre. On ouvre plutôt un dialogue utile et constructif. Et pour terminer, comment on s'en sort de ça? Ben, si vous êtes dans ce type de relation, fuyez. C'est ce que vous avez de mieux à faire. C'est très dur. Mais vraiment, vous risquez votre vie à rester dans cette relation. Moi, j'ai eu entre guillemets «la chance» de tomber enceinte parce que c'est vraiment, ce qui m'a réveillée. J'étais éteinte, endormie et ça m'a donné la force de lutter, en fait, de me battre pour ma vie. Le jour de mon avortement, ça a été le jour le plus douloureux de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, mais ça a été aussi le plus libérateur parce que je me rappellerai toujours quand je me suis réveillée en salle de réveil, j'étais à côté d'une fenêtre, il y avait le soleil qui tapait sur la vitre, il y a un rayon de soleil qui m'illuminait le visage et qui m'a réveillée. Et j'ai vraiment ressenti une sensation de libération dans tout le corps et je me suis dit: «Ben, c'est malheureux d'avoir fait ça, mais apparemment c'était juste parce que là, ce que je ressens, j'ai l'impression que voilà, c'est derrière moi et que je m'en suis sortie quoi, je suis en vie». Et je suis encore sur le chemin pour déconstruire ces, 3 années de relation et pour me reconstruire, c'est long, c'est très long. Faut être patiente, faut être bienveillante envers soi-même. Alors, je parle beaucoup au féminin. Il faut savoir que, ben, il y a aussi des hommes, hein, qui sont dans des relations, de ce type-là, mais c'est, on va dire, à 80 des femmes, donc je vais parler, au féminin pour la majorité. Parfois, vous allez vivre une expérience pendant laquelle vous avez, l'impression d'avoir guéri, parce que vous avez eu un déclic, une prise de conscience ou, une libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui sort, mais ce n'est qu'une partie du chemin. Donc, je vous envoie beaucoup de courage si vous êtes sur ce chemin. Je vous souhaite de jamais l'emprunter si vous ne l'avez pas vécu. Et si vous voulez en parler, sachez que ma boîte email et ma messagerie Insta sont ouvertes. Je vous mettrai les informations dans la description de l'épisode.
Ça reste évidemment entre nous, nos échanges, ce sera jamais publié, divulgué et cetera. C'est intime, vous êtes en sécurité et il y a personne qui pourra vraiment vous sauver, en fait. Si vous prenez pas la décision de partir et de vous sauver vous-même, ça va être compliqué. Les autres arriveront pas à vous extirper forcément de la situation. C'est vous qui devez avoir le déclic. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que c'est émotionnellement très prenant, mais quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a tellement fait remonter des choses et ça m'a tellement suscité de la colère que je me suis dit: «Il faut que ce sera le prochain épisode». Voilà, je sais pas quel sera le prochain thème. On va peut-être partir sur quelque chose de plus léger, mais voilà, sachez que je suis là si vous avez besoin de parler. Vous avez aussi un numéro qui est en place, pour, les femmes. Je vais vous le donner, dans la description du podcast. Vous pouvez appeler, ne restez pas toute seule, dans votre coin. Si vous le pouvez vraiment, faites-vous, accompagner et voilà, je vous souhaite, une bonne semaine et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.